D'accord, merci beaucoup de votre invitation et de cette présentation. Donc, je suis Lucie Biard, je suis biostatisticienne et médecin dans le service de biostatistique à l'hôpital Saint-Louis, qui est donc affilié à une équipe INSERM. Et effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de méthodes bayésiennes pour intégrer des données historiques ou externes. On va voir de quoi il s'agit dans des applications d'épidémiologie clinique. Donc voici en gros les points que nous allons aborder. Donc je vais vous rappeler dans un premier temps les grands principes de l'approche bayésienne. Ensuite, avec quelques mots sur qu'est-ce que sont les données historiques. Et enfin, nous verrons les différentes approches et pour terminer un exemple avec un essai clinique de phase 3, c'est-à-dire le moment où on évalue de façon vraiment formelle l'efficacité nouvelle procédure d'intervention a priori thérapeutique pour les patients. Donc l'approche bayésienne, c'est une approche d'analyse statistique qui est différente des approches dites fréquentistes qui sont majoritairement utilisées actuellement dans les travaux de recherche biomédicaux. Donc l'objectif de l'approche bayésienne, de façon générale, est d'intégrer les données et les connaissances que l'on acquiert sur une question de recherche au fur et à mesure qu'elles deviennent disponibles. Donc c'est une notion un peu séquentielle et par ailleurs bien entendu de tenir vraiment compte de l'incertitude que l'on a sur le paramètre que l'on cherche à mesurer, donc par exemple l'effet d'un traitement. Alors pour maintenant vous introduire des termes de vocabulaire dont on va se resservir dans cette présentation et qui sont les termes de vocabulaire pour l'approche bayésienne. Donc il s'agit d'intégrer les connaissances qu'on dit a priori, donc qu'on a au moment où on commence le travail de recherche, les connaissances a priori. On les combine avec les observations que l'on fait sur l'étude que l'on fait, donc les observations actuelles, afin de mettre à jour nos connaissances et donc d'obtenir des connaissances dites a posteriori une fois que l'étude est réalisée, l'analyse est réalisée. Et donc ces connaissances dites a priori ou informations a priori, en fait ce sont tout simplement tout ce qui existe au moment où vous commencez à faire votre travail de recherche. Donc c'est les connaissances externes et parfois on utilise donc le mot historique. Alors pas tant pour dire que c'est très ancien, mais c'est juste que pour signifier le fait que ce sont des données qui sont disponibles, qui sont préexistantes au moment où vous commencez le recueil de données et où vous planifiez votre étude. Et donc ça peut être des résultats d'études qui ont déjà été publiés, donc des articles de la littérature, ou bien ça peut tout simplement être le fait que vous consultiez les experts de la question de recherche que vous vous posez. Donc par exemple, si c'est une étude sur un nouveau traitement antibiotique, vous allez rencontrer les experts de ce domaine-là, les infectiologues experts, et les consulter sur leur opinion sur ce nouveau traitement. Est-ce qu'ils pensent qu'il fonctionne, est-ce qu'il ne fonctionne pas, dans quelle mesure, dans quelle taille d'effet ils attendent. Et donc toute cette démarche de consultation d'experts, on appelle ça l'élicitation. Et à partir de ces avis-là, on peut reconstruire une connaissance un peu sous forme, je dirais, de formalisme biostatistique sur l'effet de ce traitement. Et donc ça constitue les connaissances a priori. Et pourquoi on désire utiliser cette approche bayésienne? Eh bien, tout simplement parce que c'est une approche naturelle pour l'être humain. C'est des travaux qui ont été faits sur comment les enfants, les jeunes enfants acquièrent des nouvelles connaissances, et ça a été montré que c'est le fait de tenir compte des connaissances que l'on a, c'est une approche qui est tout à fait naturelle pour les enfants. Tout simplement, là, c'est un article qui a été publié, vous avez la référence en bas de la diapositive. C'était une expérience où on fait des tirages entre des boules de différentes couleurs pour des enfants, et en fait, ils s'attendent à des résultats en fonction de ce qu'ils ont pu voir. Donc, c'est tout à fait naturel. Tout simplement, on vient enrichir les données que l'on observe, des connaissances que l'on a. Donc c'est une démarche naturelle et on utilise cette approche bayésienne, comme je vous le disais, c'est pas la plus répandue. Et en fait, on l'utilise en particulier quand on a des échantillons de petite taille ou encore des données limitées, puisque
intégrer une information historique ou préexistante, ça va venir enrichir cet échantillon de petite taille. Et donc, les données limitées ou des petits échantillons, en général, dans le cadre de santé publique ou d'épidémiologie clinique, eh bien, il s'agit par exemple, des phases précoces du développement d'un médicament, où c'est le début de l'administration à l'être humain. Et donc, on commence par des petits groupes de patients, petite taille d'échantillons, ou bien même dans des phases plus tardives du développement ou en dehors du développement du médicament, en épidémiologie clinique en général. Par exemple, dans le cadre des maladies rares, où là, effectivement, on a accès qu'à des petits échantillons de malades. Donc, je vais vous donner un exemple, peut-être pour que ce soit plus parlant, tout simplement, et vous montrer de quoi il s'agit. Donc, et c'est en lien avec la santé publique. Donc, quand on fait une démarche diagnostique en santé, on suit cette démarche bayésienne, en fait, de façon naturelle. Donc, par exemple, si un patient arrive, mettons, dans un service d'urgence et il se présente avec une douleur dans la poitrine, eh bien, le patient est examiné par l'équipe médicale et paramédicale, et bien, devant ces symptômes, dans ce cas précis, mettons qu'on envisage 3 diagnostics avec, en fonction des symptômes que le patient a et de ce qu'on connaît de la pathologie, on va avoir 3 possibilités avec des probabilités différentes. Donc là, vous voyez, je vous ai représenté 3 diagnostics, donc de l'anxiété, une atteinte cardiaque avec un syndrome coronarien aigu, ou bien une atteinte des poumons, une infection pulmonaire. Et donc, mettons que par rapport à l'examen clinique, on privilégie à 60%, on pense que on a 60% de probabilité que ce soit une pneumonie. Dans un second temps, on va recueillir des données. Donc là, on passe dans la phase d'observation et on va faire des examens en patients pour affiner notre examen. Donc, par exemple, une radiographie de thorax et puis un électrocardiogramme pour avoir des données sur le cœur et sur les poumons. Et donc, on met à jour les connaissances. Et donc, on combine les données observées, donc ça veut dire les examens ECG et radiothorax, à notre idée pré-test qu'on avait entre les 3 possibilités. On combine cela. Donc, je vous ai noté la formule, on va revenir dessus après. Et donc, en combinant cela, eh bien, les examens viennent confirmer qu'il s'agit très probablement d'une pneumonie plutôt que de l'anxiété ou d'un syndrome coronarien aigu. Et vous voyez que les probabilités ont été modifiées par l'intégration des données des examens cliniques par rapport à vos connaissances pré-test. J'insiste ici sur le fait qu'on est quand même ici dans une situation d'incertitude, puisque on est à 93% de risque de pneumonie et non pas 100%. Donc la méthode bayésienne tient compte de l'incertitude sur les paramètres d'intérêt. Je vais vous présenter quelques formalismes statistiques, mais pour un peu formaliser les choses par rapport à cet exemple diagnostique. Donc, je reviens une nouvelle fois sur la démarche. Donc, on va combiner, donc je vais garder ce code couleur à travers le diaporama. On va combiner les connaissances a priori en rouge avec les données observées en noir pour obtenir une distribution a posteriori. Et tout simplement, c'est une formule que vous avez déjà dû voir dans vos cours de statistiques. Donc, c'est la formule de Bayes qui vient du nom de Thomas Bayes, qui a publié ses travaux et qui a formalisé les choses. Donc, ça date, je l'ai mis en bas de la diapositive, de 1763. C'est tout simplement la formule des probabilités conditionnelles, en fait. Donc, c'est-à-dire d'écrire la probabilité de A sachant B en fonction de la probabilité de B sachant A. Et donc, vous avez la formule ici en haut de la diapositive. Et donc, on combine, si on le réécrit maintenant avec nos problématiques de savoir les connaissances a priori, et les connaissances a posteriori. Donc là, on passe à la notation en dessous. Donc vous avez, c'est les notations que je vais utiliser tout au long de la présentation. Donc la lettre pi ici représente la distribution de probabilité du paramètre qui vous intéresse. Donc on va rester sur l'exemple de la mesure de l'effet d'un traitement. Donc on cherche à évaluer la distribution du paramètre, la distribution de l'effet du traitement, donc la fonction de densité, disons. Et donc,
vous allez mesurer, vous, chez les patients, un critère d'intérêt Y, donc par exemple la réponse au traitement, et votre paramètre d'intérêt, ça va être θ, donc par exemple la moyenne de réponse au traitement. Mais θ, c'est la moyenne, mais évidemment, la réponse, elle, a une distribution statistique avec une incertitude par rapport à l'échantillon que vous allez observer. Vous observez les données Y dans votre échantillon et vous allez pouvoir, en fonction du modèle qui est choisi pour les données, pour modéliser cette réponse au traitement, vous allez pouvoir estimer la vraisemblance des données observées qui vous permet de résumer l'information observée. Donc ça va être la partie données en noir, qui va être la vraisemblance des données observées, que vous combinez avec les connaissances que vous aviez a priori sur la distribution de θ et vous obtenez la distribution a posteriori. Donc, en formule statistique, on l'écrit comme ça. Donc, vous cherchez à avoir la distribution a posteriori de θ sachant les données Y. Et cela, c'est égal à une combinaison alors, ce qui est en rouge, la partie rouge, c'est ici pi de θ. Donc, ça, c'est la distribution a priori du paramètre θ. Et le reste, tout ça, donc c'est la vraisemblance des données divisée par, ici, la probabilité des données, quel que soit le paramètre θ. Donc tout ça, vous l'obtenez, c'est en fait en lien avec la vraisemblance. Donc si on simplifie la formule, parce qu'elle peut se simplifier, tout simplement le dénominateur ici, ça revient, c'est une intégrale et ça revient à une constante. Donc la formule, vous la trouverez souvent dans la littérature, simplifiée ainsi, c'est la dernière formule en bas, avec la probabilité a posteriori, donc la distribution de θ sachant les données, qui est proportionnelle à la combinaison, donc le produit de la vraisemblance, donc les données sachant le paramètre θ, multiplié par vos connaissances a priori, la distribution a priori de θ. Voilà. Donc on revient sur notre exemple. Donc nous mesurons l'effet d'un traitement, donc mesuré sur un échantillon de données par le nombre de succès obtenus parmi n patients sur un critère Y. Et donc pour cela, souvent on utilise un modèle bêta binomial. Tout simplement, c'est vous allez compter le nombre de réponses parmi n observations en modélisant le paramètre, la probabilité de réponse. Donc nous, ça va être le paramètre d'intérêt θ qu'on a déjà vu. Le paramètre de réponse est modélisé par une distribution bêta, donc c'est-à-dire une distribution de probabilité pour une probabilité, c'est-à-dire avec des valeurs comprises entre 0 et 1, puisque c'est la probabilité de réponse au traitement. On va appliquer notre formule de base. Et en fait, ce modèle bêta binomial a des propriétés, disons, intéressantes, puisqu'il se simplifie tout simplement. Quand vous écrivez la formule de base, la formule a posteriori de distribution, donc c'est en bas de la diapositive, la distribution du paramètre θ actualisée par les données, donc sachant Y, eh bien tout simplement, vous pouvez comparer avec la distribution a priori qui est plus haut sur la diapositive. Eh bien, c'est une distribution bêta toujours. Simplement, le premier paramètre de la distribution A, vous allez lui sommer le nombre de réponses. Donc, la distribution a posteriori a pour paramètre A plus Y. Et le second paramètre, qui était B a priori, devient B plus le nombre d'échecs. Donc, c'est quelque part assez intuitif. On va revenir sur cet exemple. Donc, si vous n'avez pas de données historiques, ça c'est la démarche bayésienne habituelle, eh bien, vous allez utiliser une distribution a priori qu'on appelle non informative pour le paramètre θ. Donc, ça veut dire comme si vous n'aviez pas d'information. Et donc, les termes un peu usuels sont une distribution plate ou vague ou peu informative. Donc, je vous ai mis les mots en anglais. Et donc, par exemple, pour un paramètre qui modélise une probabilité comprise entre 0 et 1, un a priori non informatif, c'est ce qui est représenté sur le graphique ici à droite, eh bien, c'est une loi bêta de paramètre 1,1, ce qui revient à une distribution uniforme entre 0 et 1. Donc, il y a autant de probabilités que la valeur soit 0 qu'elle prenne n'importe quelle valeur entre 0 et 1. Donc, c'est le trait noir plat ici. Ou bien, ce qui est parfois utilisé dans l'approche bayésienne, c'est ce qu'on appelle l'a priori de Jeffrey, où les paramètres sont 0,5 et 0,5 pour la loi bêta, et ça vous donne la courbe en rouge. Où là, donc ce n'est plus plat, vous préférez ici donner des a priori forts sur les valeurs extrêmes, donc soit 1, soit 0.
Donc ça, c'est pour rester dans notre exemple de réponse au traitement, où on s'intéresse à votre critère, c'est une probabilité de réponse. Mais si votre critère de jugement, c'est un paramètre qui est défini sur R, sur l'ensemble des réels, et non plus borné par 0 et 1 comme une probabilité, eh bien dans ce cas-là, un paramètre non informatif, enfin une distribution a priori non informative serait une loi normale centrée sur 0, avec une variance importante. Et là encore, ce sont le choix de la distribution a priori est quelque chose qui se discute, quand vous faites un travail de recherche, eh bien, il faut le justifier, expliquer pourquoi, et on peut en choisir différents, mais juste, il faut expliquer pourquoi. Et donc, la notion de variance importante, je vous ai mis 2 exemples, ça peut être une variance qui vaut 1 million, ou bien une variance qui vaut 10. Les deux, quand même, reviennent à des variances importantes par rapport aux paramètres. Je vous ai mis un lien en bas, donc c'est en anglais, mais il vous présente des recommandations pour des choix de distribution a priori, et vous avez la gradation de la non-information, de peu informatif jusqu'à très informatif, en fonction des variances. Donc voici notre exemple. Mettons que nous ayons un échantillon de 20 patients, parmi lesquels nous observons 6 réponses. Dans ce cas-là, notre valeur d'observation, c'est Y égale 6. Et par contre, nous avons 14 échecs. Donc la taille totale, N, moins le nombre de réponses, ce qui vous donne 14 échecs. Donc en pratique, vous observez donc 6 sur 20 patients avec une réponse, donc c'est-à-dire une proportion observée de 30%. On part a priori de quelque chose de uniforme, donc plat, c'est représenté par le trait plein uniforme sur le graphique. On combine cela avec les données, donc avec la formule que je vous disais, on actualise la distribution bêta. Donc le premier paramètre devient le paramètre de départ 1 plus le nombre de succès, donc 1 plus 6. Le second paramètre, donc qui était 1 au départ, devient 1 plus le nombre d'échecs, donc 1 plus 20 moins 6. Et on obtient la loi bêta, donc de paramètre 7,15, si vous effectuez les sommes là sur les 2 paramètres a posteriori, et ça vous donne la distribution en très pointillé sur la figure. Donc vous voyez qu'on est passé de quelque chose de plat à quelque chose qui devient centré, qui s'approche de 0,30, ce qui était finalement la valeur observée, mais avec une incertitude. Et donc on peut ensuite, on décrit cela en donnant qu'en moyenne, a posteriori, on s'attend à avoir une probabilité de 0,30, et vous pouvez donner des indications d'incertitude comme un intervalle ou bien une probabilité d'être supérieure à un seuil, par exemple. Donc ça, c'était sans données historiques. On utilise des a priori non informatifs. Maintenant, si on a des données historiques, eh bien, on va passer d'une distribution a priori pi de θ, qui était non informative, à quelque chose d'informatif. On va céder, comme je vous le disais, des données soit de la littérature, soit de discussions avec des experts. Et ces données peuvent être soit ce que je vais appeler agrégées, c'est-à-dire des données ponctuelles et des données résumées, ce que vous pouvez retirer en lisant un article, par exemple, où vous allez pouvoir avoir les résultats publiés, comme un odds ratio, une probabilité observée, avec, on espère, un intervalle de confiance, une mesure de précision, mais vous n'avez pas accès à la base de données, aux données individuelles. Donc ça, c'est une première option, les données agrégées. Ou bien vous avez accès à des données individuelles. Donc par exemple, soit vous contactez les auteurs d'un article qui sont d'accord pour vous partager leur base de données qui leur ont permis de publier, ou bien vous êtes un laboratoire pharmaceutique et vous avez accès aux données des études précédentes qui ont été réalisées. Donc ce sont les 2 cas possibles, données agrégées ou données individuelles. Donc ça, c'est un premier paramètre à prendre en compte pour choisir comment vous allez prendre en compte ces données externes ou données historiques. Et l'autre point très important sur lequel on va revenir, c'est de savoir à quel point les données externes auxquelles vous avez accès, donc vous pouvez en avoir plusieurs, donc j'ai noté le formalisme en bas ici, par exemple avec plusieurs jeux de données historiques de 1 jusqu'à grand H, donc qui indique que vous pouvez en avoir plusieurs. À quel point ces données historiques sont comparables et pertinentes pour votre question actuelle. Et donc, votre question actuelle, évidemment, va être, vous essayez de la mesurer sur vos données Y. Donc, vous allez essayer d'estimer à quel point c'est pertinent de, quelque part, les combiner. Et donc là, je vous ai fait un schéma résumé pour voir un peu toutes les niveaux possibles de cette comparabilité entre historique et question actuelle. Donc, on va commencer par les extrêmes.
Donc, à l'extrême, eh bien, tout simplement, vos données historiques, elles sont non pertinentes par rapport à votre question actuelle. Donc, vous avez sur la partie droite de la diapositive vos jeux de données historiques, donc avec des échantillons Y1 jusqu'à YH en fonction du nombre de données d'échantillons que vous avez. Et dans chacun de ces échantillons, ces études, vous avez mesuré le paramètre, donc θ1 jusqu'à θ grand H. Et par ailleurs, vous, ce qui vous intéresse, surtout à droite, c'est votre échantillon actuel. Vous avez Y et vous souhaitez estimer le paramètre θ. Donc ça, et dans ce cas-là, si vous considérez que ce n'est pas pertinent, donc par exemple, c'est pas du tout la même population, c'est pas le même médicament, et bien dans ce cas-là, évidemment, vous n'allez pas prendre en compte les données historiques, donc vous les excluez. Donc vous voyez sur le schéma à droite, il n'y a pas du tout de lien entre la partie historique et la partie actuelle. À l'extrême opposé, eh bien, il se trouve par chance que les données historiques ont été mesurées exactement dans les mêmes conditions, sur la même population que votre problème actuel. Et dans ce cas-là, eh bien, tout simplement, vous pouvez pooler les données historiques aux données actuelles, les connaissances a priori aux données observées. Et dans ce cas-là, donc c'est représenté sur le schéma. Vous espérez pouvoir mesurer le même paramètre θ entre les jeux de données historiques Y1 et YH avec votre jeu de données actuel Y. Et maintenant, on va voir ce qui a été formalisé dans la littérature pour ces degrés de comparabilité. Donc, une première option est de ce qui est noté dans la littérature, comme donc j'ai traduit par interchangeable en français, mais vous verrez en anglais souvent ils utilisent le mot exchangeable. Donc en fait vous retrouvez le même schéma et on trace un lien ici entre actuel et historique. Simplement on introduit un nouveau paramètre que j'ai noté mu. Tout simplement on considère qu'il y a peut-être un certain degré d'hétérogénéité entre les jeux de données historiques et les jeux de données actuels. Et donc, tout simplement, les paramètres θ sont issus d'une même distribution, mais ne sont pas tous identiques. Donc, ça s'oppose au schéma du bas, où il y a un unique paramètre θ. On va revenir sur ces méthodes ensuite. Un autre formalisme, un autre point de vue est de dire que finalement, vous avez un paramètre θ pour votre jeu de données actuel, que vous espérez pouvoir mesurer, vous espérez pouvoir estimer. Et les données historiques, eux, ont des paramètres θ1 et θh voisins, mais vous savez qu'ils sont biaisés. Il y a un écart par rapport au paramètre θ. Vous voyez, il n'y a pas ici, on passe directement de θ à θ1 et au paramètre historique jusqu'à θh. Il n'y a plus l'intervention ici d'un niveau supérieur mu, l'hyperparamètre mu, qui était dans l'option précédente. L'option suivante est une autre approche, une autre perspective, et de se dire, bon, donc en fait, ils sont identiques, mes jeux de données, un peu comme ce qu'on a vu tout en bas de la diapositive. Simplement, pour une raison ou une autre, je n'ai pas tout à fait confiance et donc je vais les intégrer, mais en essayant de les déprécier, c'est-à-dire en essayant de limiter leur influence sur mon analyse présente. Donc c'est pour ça que j'ai mis ici des flèches un petit peu pointillées entre θ et les données historiques vers la gauche, par opposition au graphique du bas où là les traits étaient pleins parce qu'on était tout à fait confiant que les données étaient identiques. Donc tout ça, les trois méthodes que je viens de présenter, quelque part introduisent une notion où on cherche à considérer qu'il y a peut-être une petite différence entre historique et données actuelles. Simplement, le formalisme statistique va être différent. Et enfin, une dernière option est ce qu'on appelle la dépendance fonctionnelle, où là, c'est encore une fois, vous êtes capable de définir vous avez la connaissance que les paramètres historiques sont différents du paramètre présent θ, mais vous pouvez les définir à l'aide d'une fonction. Ça dépend, et notamment, par exemple, je vous donnerai un exemple par rapport à des variables, des caractéristiques des patients. Donc, on va revenir sur les différents cas. Donc, le cas le plus simple, quand les données historiques et les données actuelles sont issues de la même distribution. Comme je vous le disais, tout simplement, on va pouvoir pooler, on va pouvoir mélanger toutes les données et les analyser soit tout ensemble d'un coup, donc ce que j'ai appelé l'analyse poolée. On regroupe tout en un seul
unique jeu de données, ou bien de façon séquentielle pour des raisons logistiques, ou bien par choix pour un peu visualiser à quel point justement on accumule peu à peu des connaissances et on précise notre information. Donc c'est l'analyse séquentielle où on va d'abord analyser les données historiques avec une méthode bayésienne, obtenir une distribution a posteriori sur les données historiques. Et ensuite, séquence suivante, la distribution obtenue sur les données historiques sert de distribution a priori pour l'analyse présente. Donc, une analyse en 2 étapes, donc séquentielle. Si on n'a pas accès à des données individuelles, eh bien, tout simplement, les données agrégées nous servent à définir une distribution a priori informative. Ça revient à considérer que on est sur la même population, la même question de recherche. Il n'y a pas d'hétérogénéité entre historique et actuel. Si on revient sur notre exemple, nous avions un échantillon de 20 patients avec 6 réponses. Y égale 6, donc ça, ce sont les données actuelles. Mettons que nous ayons maintenant accès à un jeu de données historiques, des données individuelles, où nous avons que 10 patients dans ce petit jeu de données historiques, avec parmi eux 4 réponses. Une analyse poolée, comme je vous le disais, on regroupe tout en un seul échantillon, donc 20 plus 10 patients, donc un total de 30 patients. On combine le nombre de réponses, 6 plus 4, donc 10 réponses. On utilise, si on se place au tout début, avant même les données historiques, avant le recueil de toutes ces données, on prend un a priori non informatif, donc on va rester par exemple sur cet a priori uniforme bêta 1,1. On combine cela avec la formule que je vous ai présentée, et on obtient la distribution a priori bêta de paramètres 11 et 21 qui vous est représentée sur le graphique à droite. Donc on se centre ici, on quitte la non-information uniforme et on a une distribution qui est centrée ici entre 30 et 40%. Si on adopte la méthode séquentielle, comme je vous le disais, on le fait en 2 étapes. On commence par analyser les données historiques avec l'a priori non informatif. Donc, c'est l'étape 1 sur la partie en bas à droite. Et donc, on obtient le paramètre, la distribution bêta actualisée avec les réponses historiques. Donc, 1 plus 4 pour le paramètre A et 1 plus 6 pour le paramètre B. Donc, c'est la distribution en rouge, pointillé rouge sur le graphique. Donc, première actualisation à l'aide des données historiques. Deuxième étape, deuxième séquence, on analyse les données présentes, les données actuelles, mais cette fois-ci en utilisant l'étape précédente comme a priori informatif. Donc je l'ai noté ici a priori historique. Donc on utilise l'a priori, en fait la courbe rouge devient l'a priori pour l'analyse actuelle. Et donc vous voyez l'actualisation de la distribution bêta et on obtient finalement à la fin de l'analyse des données actuelles, la distribution a posteriori θ sachant les données, eh bien c'est bêta 11,21 qui est la même que la distribution obtenue avec l'analyse poolée. Donc c'était pour vous montrer que là c'est juste une technique d'analyse, mais en fin de compte l'approche est la même et on obtient les mêmes résultats. Quand on n'a pas accès à des données individuelles, quand on n'a pas exactement tout le détail des observations, eh bien, on va aller se servir des données publiées, donc ou de discussions avec les experts pour définir vous décidez que vous allez choisir une distribution bêta, simplement il va falloir décider quelle est sa moyenne et quelle est sa variance, par exemple, pour définir cette distribution a priori informative. Et donc, il a été recommandé de ne pas utiliser qu'une seule distribution informative. C'est recommandé d'en utiliser plusieurs et d'analyser les données avec d'avoir plusieurs résultats et de voir si les résultats sont robustes à ces différentes distributions a priori informatives. Et donc là, je vous ai mis des notations habituelles. On peut parler de distribution a priori de référence ou information minimale. Donc là, il est intéressant d'avoir celle qu'on a utilisée, par exemple, la distribution uniforme bêta 1,1 comme référence. Peut-être c'est la moins réaliste parce que on suppose qu'il y aurait la même probabilité qu'il n'y ait aucun effet du médicament ou qu'il y ait un effet important. Donc c'est pas forcément très réaliste, mais c'est bien de l'avoir comme référence pour comparer avec les autres analyses. Et après, vous avez différentes
approches. Donc l'approche dite clinique, un a priori clinique qui va venir de vos discussions avec les experts et leur avis sur l'effet probable du médicament. Une distribution a priori sceptique, où là, vous considérez qu'il y a très peu de chances que le médicament ait un effet, donc quelque chose d'un peu pessimiste, ou à l'opposé, une distribution a priori très enthousiaste. Donc souvent, l'a priori enthousiaste peut se rapprocher de l'a priori clinique, bien évidemment. Peut-être que l'enthousiasme sera un peu plus extrême dans l'enthousiasme quant à l'effet du traitement. Et donc, vous allez analyser les données avec ces différents a priori et comparer les résultats. Donc, c'est l'approche qui est recommandée en général dans ce type en cas de données agrégées. Ensuite, si vous souhaitez, maintenant, dans le cas où les données historiques ne seront pas considérées comme tout à fait comparables avec les données actuelles, eh bien, on utilise les différentes approches que je vous ai présentées. Les modèles dits hiérarchiques en cas de données interchangeables. Donc, j'ai repris le schéma de tout à l'heure avec des couleurs. Donc, on introduit ici une notion d'hétérogénéité entre les sources de données historiques, les différentes données historiques et le paramètre actuel θ. Et donc, en général, pour des paramètres qui... Donc là, je quitte un peu la loi binomiale de tout à l'heure et le modèle bêta binomial. On va passer à une notation où on aurait un paramètre qui serait distribué sur l'ensemble des réels R. Et donc, pour introduire cette hétérogénéité, eh bien, on va considérer que les paramètres θ sont tous issus d'une unique et même distribution normale, centrée sur le paramètre mu. Et donc, on parle d'hyperparamètres, comme il y a un niveau supérieur. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de modèle bayésien hiérarchique. Et le paramètre de variance de cette distribution des paramètres θ, donc tau carré, le paramètre tau carré en bleu, c'est noté à droite de la diapo, modélise l'hétérogénéité interétude. On se sert de l'estimation du paramètre θ, sachant les données historiques, va nous servir de distribution a priori pour l'analyse actuelle. Donc il y a une notion là aussi de séquence en fait. On construit un a priori historique informatif qui vient de l'analyse des données historiques en tenant compte de la variabilité sur la distribution des paramètres θ, sachant cette distribution normale centrée sur mu et de variance tau carré, que l'on combine avec la vraisemblance des données actuelles pour obtenir une prédiction sur le paramètre θ dans le jeu de données actuel. Voilà. Et donc ça, on appelle ça, ce sont des démarches qui s'approchent de ce qui est utilisé pour les méta-analyses. Et donc, vous verrez le terme d'approche méta-analytique. Et donc, par ailleurs, ce que je souhaitais vous dire, c'est que la distribution normale centrée sur mu pour les paramètres θ de l'effet du traitement, eh bien, peuvent être soit fixés, c'est vous qui décidez la valeur de façon fixe, soit eh bien, vous allez les estimer sur les jeux de données. Donc, on ne va pas entrer dans les détails, mais ce sont deux possibilités. On peut, rapidement, juste, c'est quelque chose qui a été proposé. Alors en anglais ils disent robustifier, mais donc avoir une approche hiérarchique plus robuste. Vous allez essayer là aussi peut-être un peu tempérer l'influence des données historiques. Et au lieu, dans la formule précédente, d'utiliser quelque part à 100% l'a priori informatique issu des données historiques, eh bien vous allez le mélanger avec un mélange pondéré entre donc la distribution historique ici c'est pi map que vous allez pondérer avec un a priori non informatif pour essayer de tempérer l'influence des données historiques. La méthode suivante dont je vous ai parlé précédemment, c'était la méthode du biais. Donc c'est Stuart Pocock qui a proposé cette méthode dans les années 70. Ça ressemble beaucoup à la méthode hiérarchique que je viens de présenter. Toutefois, vous voyez sur le schéma qu'il n'y a pas le paramètre mu. En fait, on considère effectivement qu'il y a un décalage, donc un biais entre le paramètre actuel que l'on souhaite estimer θ et les paramètres historiques θ1 à θh. Ils ne sont pas identiques, il y a un décalage, c'est le biais qui est modélisé sur la formule à gauche par la notation delta. Mais ce décalage, il est modélisé par une distribution normale sur le biais. Mais il n'y a pas ici d'hyperparamètre mu qui vient à un niveau supérieur décider de la distribution de θ1 des données historiques
et des données actuelles sur un même niveau. Là, c'est vraiment les données historiques qui sont décalées par rapport aux données actuelles. Et donc le biais, là encore, plusieurs possibilités. Soit vous le connaissez, vous fixez la valeur delta, qui ne sera pas aléatoire. Soit delta est aléatoire parce que vous n'êtes pas certain de sa valeur, soit il n'est pas connu du tout. Et dans ce cas-là, vous ne savez pas dans quel sens il est, si ça va être surestimation, sous-estimé. Donc dans ce cas-là, vous centrez delta avec une distribution aléatoire centrée sur 0 et de variance non nulle. Soit, eh bien, vous savez dans quel sens est le biais. Et dans ce cas-là, vous allez centrer delta sur une valeur qui n'est pas nulle, sur une valeur mu. Par exemple, si vous savez que les données historiques les études ont été réalisées avec, je dis n'importe quoi, une mesure d'un paramètre dans le sang, la concentration, je sais pas, par exemple la glycémie, qui serait mesurée sur avec un appareil qui n'est pas identique à celui qui est utilisé actuellement, avec une erreur systématique, avec des valeurs qui étaient systématiquement plus hautes que les valeurs actuelles. Donc vous savez que le biais va être dans le sens de la surestimation. Donc dans ce cas-là, vous savez dans quel sens. Pas forcément exactement la valeur, donc il n'est pas fixe. Donc vous mettez une petite variance sigma carré delta, mais vous savez que ce sera toujours dans le sens de la surestimation, puisque ce n'était pas la même machine de mesure de la glycémie. Donc ça, c'est la méthode du biais. Et enfin, la dernière méthode dont je vous parlais tout à l'heure, c'était une méthode pour, là encore, tempérer l'influence des données historiques. Et on appelle ça la méthode de l'a priori puissance. Alors, en anglais, c'est power prior. Et l'idée est finalement, là encore, d'utiliser un a priori dit historique, informatif, estimé sur les données historiques. Donc c'est sur la formule ici, vous combinez un a priori non informatif, complètement non informatif, pi de θ, que vous combinez avec la vraisemblance en rouge des données historiques, donc YH sachant le paramètre θ. Et vous voyez ici qui intervient un terme de puissance A. Vous allez en fait déprécier l'influence de cette vraisemblance des données historiques, vous dépréciez l'influence des données historiques. A va être compris entre 0 et 1. Donc si A est égal à 0, eh bien finalement donc le terme vraisemblance à la puissance A devient 1, donc ça veut dire que vous annulez c'est comme si vous excluez les données historiques. Ou bien si A est égal à 1, ça veut dire que dans ce cas-là, à l'extrême, eh bien vous considérez que les données historiques sont au même niveau que les données actuelles, et dans ce cas-là, on revient à ce qu'on a vu au tout début, où vous considérez que les données historiques et actuelles sont comparables. De même que dans les méthodes précédentes, A peut être soit fixé par vous, vous choisissez une influence de 1,5, de 75%, enfin vous fixez A entre 0 et 1, ou bien vous considérez que c'est aléatoire. Donc à chaque fois, c'est des méthodes différentes, mais bien entendu, c'est pas toujours facile de choisir, de quantifier, d'estimer ce paramètre soit d'hétérogénéité taux carré dans les diapos précédentes, soit A ici, soit la variance du biais. Et donc c'est des méthodes qui sont discutées, et souvent les gens recommandent davantage finalement de tester plusieurs valeurs fixes de A plutôt que de faire un modèle plus compliqué où A est un paramètre aléatoire. La dépendance fonctionnelle, eh bien, ce que je vous disais, on va aller rapidement là-dessus, c'est par exemple, quand vous êtes capable de reconstruire, d'obtenir θ par une reconstruction avec une fonction simple pour obtenir à partir de données historiques. Donc par exemple, imaginons que vous voulez estimer l'effet d'un traitement chez des patients enfants et adultes, alors que les données historiques, elles, ont été faites d'une part chez des adultes, avec un paramètre θ1, et d'autre part chez des enfants avec un paramètre θ2, et de façon séparée. Et donc, peut-être qu'on peut tout simplement, vous allez faire un mélange d'adultes et enfants dans une proportion P, plus d'enfants plus que d'adultes, par exemple. Et donc, vous allez pouvoir faire une formule, là encore, de mélange, tout simplement pour essayer d'estimer ce que vous attendez pour θ dans votre échantillon à partir des valeurs estimées séparément, θ1 et θ2. Ces méthodes pour utiliser les données externes ou dites historiques sont très utilisées et ont été beaucoup développées en parallèle du développement des médicaments à différentes phases. Donc, comme je vous le disais, dans des étapes où il y a des échantillons de petite taille. Et donc ça concerne les phases précoces de développement, donc la recherche de doses.
tout simplement pour, par exemple, inclure des données d'études précliniques. On peut s'intéresser à utiliser les données obtenues sur la dose chez les animaux pour ensuite l'utiliser pour la recherche de dose chez l'être humain. Donc vous voyez bien ici qu'il va falloir tenir compte d'une certaine hétérogénéité quand on passe d'une espèce à l'autre. Ou bien vous avez des études chez les adultes que vous souhaitez utiliser pour rechercher la dose d'un médicament chez les enfants. Donc, ce sont les problématiques en recherche de dose. Il y a également, ces méthodes sont très, très utilisées. Il y a eu beaucoup de papiers méthodologiques pour l'utilisation des données historiques pour les groupes contrôle pour un nouvel essai clinique. On utilise les données des groupes contrôle des essais précédents en phase 2, voire en phase 3 de développement du médicament. On peut utiliser ces méthodes pour des analyses en phase 2 ou en phase 3 si on souhaite introduire des règles d'arrêt dans les essais, par exemple un arrêt précoce pour futilité ou un arrêt précoce pour en cas de toxicité. C'est des choses qui peuvent être proposées et utiliser ce type de méthode. On peut les utiliser pour planifier les essais. Ça, c'est des choses utilisées par les compagnies pharmaceutiques quand ils doivent décider de se lancer ou non dans le financement d'un nouvel essai. Eh bien, ils essayent d'estimer la probabilité de succès d'un essai en fonction de toutes les données qu'ils ont à leur disposition avec les travaux qu'ils ont déjà faits. Donc, il y a un certain nombre de publications méthodologiques à cette fin. Et plus tard dans la vie du médicament, eh bien, ce sont des méthodes qui sont très utilisées, les méthodes bayésiennes, pour les méta-analyses. Enfin, bien entendu, en épidémiologie clinique, ça ne se résume pas aux essais cliniques. Ce sont des méthodes qui sont proposées pour les études observationnelles et notamment les études pronostiques pour les maladies rares. Je vais vous présenter rapidement pour conclure un exemple d'application. Donc, il s'agit d'un essai clinique ici de phase 3 dans une population de patients âgés qui étaient atteints d'une maladie hématologique, la leucémie lymphoïde chronique. Et donc, c'est un essai de phase 3 pour évaluer ce traitement. Je vous présente une analyse a posteriori. L'essai a été déjà publié et c'était des méthodes classiques qui avaient été utilisées, mais là, je vous propose de montrer un exemple comment les méthodes bayésiennes peuvent être utilisées. Donc, cet essai avait inclus 400 patients entre 2008 et 2014. Le critère de jugement principal était un critère de survie, une donnée censurée, donc la survie sans événement. Et donc, l'essai avait conclu à une efficacité du médicament puisqu'il protégeait les patients de la rechute et la progression de leur maladie. Donc, le hazard ratio était inférieur à 1. À l'issue de l'étude, vous avez les courbes de Kaplan-Meier ici à droite, avec une meilleure survie sans progression en bleu au-dessus pour les patients traités par rituximab. Au moment de la planification de cet essai en 2008, il y avait très peu de données sur cette pathologie, donc peu d'informations disponibles. Donc, une méthode classique avait été choisie. Néanmoins, en 2010, donc les inclusions avaient déjà commencé depuis 2 ans. Un essai a été publié dans une autre pathologie, mais donc le lymphome folliculaire. Mais c'est une maladie qui a une évolution et qui touche une population qui était similaire à celle de l'essai que je viens de vous présenter, CLL7. Donc c'est en 2010, donc cet essai sort, une publication dans le Lancet est publiée avec des données donc agrégées ici. Le rituximab est efficace dans cette population et on peut donc se demander est-ce qu'on peut se servir de ces données à ce stade en 2010 à un moment où les inclusions dans notre essai CLL7 ne sont pas terminées. Donc on va se servir des données. Et donc, on pourrait soit se servir des données agrégées, donc du hazard ratio avec son intervalle de confiance de l'étude primale publiée en 2010, ou bien une méthode qui est possible, et ça c'est aussi quelque chose que je vous présente ici, on peut faire ça, vous allez récupérer les courbes de Kaplan-Meier dans l'article publié, et digitaliser, en fait, vous allez recopier en fait les courbes, ce qui vous permet de reconstituer un jeu de données individuel à l'aide de fonctions qui ont été publiées. Donc c'est l'article de 2012 de Guyot et ses collaborateurs. Vous reconstituez un jeu de données individuel comme si vous aviez accès aux données, même si en fait au départ vous n'aviez que l'article. Et donc, je vous présente ici en dessous, la courbe du haut, c'est la courbe qui est publiée de l'étude Prima, et en dessous, c'est ce que j'ai reconstitué en digitalisant les courbes et en utilisant les fonctions de reconstitution des données individuelles. Donc, vous voyez que les courbes sont très similaires, et
je vous ai mis à gauche les valeurs originales du hazard ratio et celles que j'ai reconstituées. Donc c'est très voisin. Et donc on peut utiliser ces données individuelles qui sont beaucoup plus riches pour l'analyse bayésienne. Donc voici l'état des lieux. En 2010, il n'y a que la moitié des gens qui sont inclus dans notre essai, c'est LL7. Donc ce sont les traits pleins sur les courbes. Et on souhaite utiliser les traits pointillés, les données externes ou historiques de l'étude PRIMA et les intégrer pour pouvoir analyser et avoir déjà une idée dès janvier 2011, juste après la publication en décembre 2010 de l'étude PRIMA, avoir une idée de l'effet du rituximab dans notre population d'intérêt qui est celle de l'essai CLL7. Il faut choisir une méthode. Je vous en ai présenté plusieurs. Ici, on a un modèle qui est un modèle de survie. Ça, c'est le critère de jugement. Le problème est que la donnée historique est dans une population autre, dans une population d'une autre maladie, donc mais qui est voisine mais différente. Donc on souhaite tenir compte de cette comparabilité limitée. Et donc par ailleurs il n'y a qu'une seule étude. Donc j'ai choisi d'utiliser une méthode puissance pour déprécier l'influence des données historiques pour pas qu'elles soient complètes. Et je vous présente ici les résultats avec différents choix de paramètres puissance fixes entre tout à gauche aucune influence des données historiques avec un paramètre puissance à 0 et tout à droite une influence des données historiques à 100%. En pratique, on pense évidemment que l'influence doit être tempérée, donc on est quelque part au milieu. Et vous voyez que finalement, même quelle que soit l'influence que l'on donne aux données historiques, donc quand on balaye la figure de gauche à droite, eh bien l'estimation de l'effet du rituximab, donc vous avez la médiane ici avec le point noir central, elle est quand même déjà dès janvier 2011 très inférieure à 0, avec une précision qui est quand même très importante dès qu'on commence à intégrer les données de l'étude PRIMA, donc avec A égale 0,1, c'est la deuxième barre en partant de la gauche, eh bien on est très confiant que le médicament rituximab protège, puisqu'on a un hazard ratio qui est inférieur à 1, donc un log HR inférieur à 0, on est déjà dans l'efficacité dès qu'on commence à enrichir grâce aux données historiques. On apporte de l'information. Donc en conclusion, on a vu différentes approches pour intégrer les données historiques. Donc les méthodes bayésiennes sont une méthode vraiment construite là-dessus, de par leur nature, pour l'intégration de données extérieures, et donc elle s'applique tout à fait en épidémiologie clinique à l'inclusion de données externes, soit par des études précédentes et des données individuelles, ou bien des données issues de l'élicitation, la discussion avec des experts. Bien entendu, il faut faire attention dans le choix de l'approche pour l'analyse, puisque évidemment, c'est pas une évidence de pouler et d'intégrer données historiques et données actuelles. Il faut tenir compte d'une comparabilité qui parfois peut être limitée, mais les approches sont très riches et très variables. On peut vraiment en choisir une qui est adaptée au cas par cas. Et en conclusion, ce n'était pas vraiment l'objet ici de la présentation, mais bien entendu, les approches bayésiennes je vous l'ai dit au début, sont naturelles dans notre mode de fonctionnement, dans la réflexion, dans la démarche de recherche. Elles ont une interprétation intuitive puisque vous avez vous obtenez une actualisation de vos connaissances a posteriori et vous êtes capable de donner un niveau de confiance, un niveau quelle est la probabilité que mon traitement soit efficace, sachant les données que j'ai observées. Je vous remercie de votre attention. Donc, je suis disponible maintenant pour répondre à vos questions.